La maternité d'une petite ville française connaissait ce soir-là une agitation particulière. L'air était lourd, chargé d'attentes et de murmures. Dans une chambre au 3e étage, une jeune femme blanche, Élise, venait de mettre au monde 3 bébés. Le personnel médical, encore ébloui par la rareté d'une telle naissance, s'affairait autour d'elle. 3 petits êtres, fragiles et criants, qui auraient dû être accueillis comme un miracle. Pourtant, dès que la lumière se posa sur leur peau sombre, le silence se fit pesant. Le père, un homme grand au regard dur, nommé Arnaud, recula d'un pas, les lèvres serrées. « Ce n'est pas possible !» murmura-t-il. Ses traits se crispèrent. Son regard glissa vers sa femme puis vers les nouveau-nés. Élise, pâle et épuisée, détourna les yeux, incapable de soutenir le sien. Le choc se mêlait à une honte indicible. Les médecins, mal à l'aise, tentèrent de remplir leur rôle. « Ce sont de beaux enfants, madame, monsieur. » 3 petits garçons en parfaite santé. Mais Arnaud coupa court d'une voix sèche. « Non, ce ne sont pas les miens. » Les infirmières échangèrent un regard inquiet. L'atmosphère déjà lourde devint glaciale. La nouvelle se répandit rapidement dans l'hôpital. Un couple blanc avait donné naissance à des triplés noirs. Les rumeurs circulaient. Les hypothèses fusaient. Élise, incapable d'affronter les regards, pleurait en silence. Arnaud, lui, restait impassible, muré dans sa colère. 2 jours plus tard, la décision tomba comme une sentence. Assis dans le bureau de l'assistante sociale, Arnaud déclara froidement « Nous ne les garderons pas ». Élise, les mains tremblantes, hocha faiblement la tête. « Je n'ai pas le choix », balbutia-t-elle, mais au fond d'elle, une part de son cœur se brisait. Les 3 nourrissons furent placés sous la protection de l'État, confiés à un foyer spécialisé. Dans les dossiers, on inscrivit simplement « triplés abandonnés à la naissance ». 3 petites vies déjà marquées par le rejet, avant même d'avoir eu le temps de prononcer un mot. Dans le foyer, les premières semaines furent rythmées par les pleurs et les soins attentifs des auxiliaires. Les bébés, baptisés provisoirement Nathan, Samuel et Julien, trouvaient un peu de chaleur dans les bras des nourrices. Mais l'absence d'un père et d'une mère laissait une trace invisible. Chaque sourire, chaque petit geste semblait demander silencieusement « Pourquoi ne nous a-t-on pas voulu ?» Les responsables du foyer savaient que leur adoption serait difficile. Les familles recherchant des enfants à adopter hésitaient souvent devant des fratries, et encore plus lorsqu'il s'agissait de triplés. 3 enfants d'un coup, c'est trop pour la plupart, expliquait l'une des assistantes. Les années passèrent, et malgré les démarches, aucune famille ne se présenta pour les accueillir ensemble. Dès leur plus jeune âge, les 3 frères développèrent une complicité indestructible. Nathan, l'aîné de quelques minutes, jouait déjà les protecteurs. Samuel, plus fragile, cherchait refuge dans le rire et l'imagination. Julien, le plus calme, observait tout comme s'il comprenait déjà la dureté du monde. À travers les murs du foyer, on pouvait souvent entendre leurs voix se répondre, leurs rires éclater, leurs disputes vite réconciliées. Pourtant, derrière cette solidarité, grandissait une blessure profonde. À chaque visite de famille potentielle, les 3 frères attendaient avec impatience, espérant que quelqu'un poserait les yeux sur eux. Mais presque toujours, les adultes détournaient le regard. « Trop compliqué », disait-il à voix basse. Les enfants comprenaient sans comprendre, et chaque refus creusait un peu plus la cicatrice de l'abandon. Un soir, alors que les 3 garçons avaient environ 6 ans, Nathan demanda à l'éducatrice « Pourquoi maman et papa ne voulaient pas de nous ?» La femme, bouleversée, chercha ses mots. « Parfois, les adultes font de mauvais choix. Mais vous êtes précieux. » Nathan baissa les yeux, mais dans son cœur une colère sourde grandissait. Les frères apprirent très tôt à se défendre. À l'école, les moqueries ne manquaient pas, les rejeter. Ça aide les enfants sans famille. Mais Nathan se dressait toujours devant Samuel et Julien, les poings serrés. « Nous sommes ensemble, et personne ne nous séparera », répétait-il. Ce serment d'enfant allait devenir la ligne directrice de leur existence. Les éducateurs, admiratifs, constataient « Ces 3-là forment un bloc. Ils avancent comme un seul être. » Mais ils savaient aussi que cette force venait d'une douleur immense, la certitude d'avoir été reniés dès le premier souffle. Ce qu'ils ignoraient, c'est que 16 ans plus tard, le destin allait frapper à leur porte avec une puissance inattendue, bouleversant non seulement leur vie, mais aussi celle de ceux qui les avaient abandonnés. Les premières années au foyer furent une école de survie pour Nathan, Samuel et Julien. Le bâtiment austère, aux murs gris et aux couloirs bruyants, abritait des dizaines d'enfants comme eux, porteurs de cicatrices invisibles.
Les éducateurs faisaient de leur mieux, mais la vérité demeurait. Aucun geste, aucun mot ne pouvait remplacer l'amour inconditionnel d'une mère ou d'un père. Très tôt, les triplés comprirent qu'ils ne pouvaient compter que les uns sur les autres. Nathan, l'aîné, se comportait déjà comme un petit chef. À 4 ans, il veillait à ce que ses frères aient de manger, qu'ils ne se perdent pas dans la cour, qu'ils ne soient pas pris pour cible par les enfants plus âgés. « Restez derrière moi », disait-il souvent, bombant le torse d'un courage qui cachait ses propres peurs. Samuel, plus fragile, se réfugiait dans l'imagination. Il inventait des histoires fantastiques, où 3 frères devenaient des héros invincibles. Il dessinait avec des crayons usés, collait des feuilles sur les murs de leur chambre commune. « Un jour, on aura notre château », murmurait-il, et ses yeux brillaient d'un espoir que même la réalité cruelle n'arrivait pas à éteindre. Julien, silencieux et observateur, apprenait à lire plus vite que les autres. À 5 ans, il savait déjà déchiffrer des phrases simples, et il passait des heures à parcourir les rares livres disponibles. Il écoutait, retenait, analysait. Ses éducateurs remarquaient cette maturité étrange, comme s'il cherchait à comprendre le monde pour mieux s'y préparer. Les visites d'adoption restaient les moments les plus douloureux. Les familles entraient, sourire aux lèvres, parcourant les dortoirs comme on visite un marché. Les frères se serraient la main, espérant être choisis, mais presque toujours les regards se détournaient. 3 enfants d'un coup? Trop difficile. Chuchotaient certains. D'autres, voyant leur peau sombre dans un pays où le racisme s'infiltrait encore dans les esprits, hésitaient, puis passèrent leur chemin. Chaque départ sans eux était un coup de poignard. Une fois, une famille s'arrêta devant eux. Les triplés, excités, se levèrent, leurs yeux suppliants. Mais après quelques questions, la mère secoua la tête. « Non, impossible. Nous voulions une petite fille et... pas 3. » Les garçons restèrent immobiles, le cœur brisé. Ce soir-là, Samuel éclata en sanglots. Nathan le prit dans ses bras. « Ne pleure pas. Si personne ne nous veut, alors on se suffit à nous-mêmes. » Julien, serrant fort la main de son frère, ajouta d'une voix grave « Nous sommes notre propre famille. » Cette phrase devint leur mantra. Peu à peu, ils cessèrent d'attendre le miracle d'une adoption. Ils construisirent leur monde à eux, dans lequel la fraternité remplaçait tout le reste. Les éducateurs, touchés, les surnommèrent les inséparables. Mais certains murmuraient aussi que cette fusion risquait de devenir un fardeau. Comment grandir en s'ouvrant aux autres quand on ne fait confiance qu'à 2 visages familiers? À l'école, la réalité n'était pas plus tendre. Les autres enfants se moquaient d'eux, les rejetaient. Face les 3 sans papa, lançaient-ils dans la cour. Nathan répliquait souvent avec ses poings, et il fut convoqué plusieurs fois par la directrice. Mais chaque fois, il répétait « Ils ont insulté mes frères. Je devais les défendre. » Arrogant aux yeux des adultes, il n'était en réalité qu'un enfant déterminé à protéger la seule famille qu'il connaissait. Julien, lui, choisit une autre arme, les mots. Lorsqu'un camarade le provoqua en classe, il répondit avec une répartie si précise que l'autre resta muet. L'enseignante, surprise, nota « Ce garçon a une intelligence rare, mais il cache sa sensibilité sous un masque froid. » Quant à Samuel, il continuait de se réfugier dans ses histoires. Son imagination devint un refuge collectif. Le soir, dans leur lit, il racontait des aventures où il triomphait toujours. Ces récits les aidaient à s'endormir, oubliant un instant leur douleur. Les années s'écoulèrent, marquées par cette routine faite de manque, de lutte et de solidarité. Quand ils atteignirent 10 ans, leur lien était devenu indestructible. Ils ne parlaient presque jamais de leurs parents biologiques. Pourtant, une question hantait leur nuit. Pourquoi? Pourquoi les avoir abandonnés? Pourquoi ne pas avoir lutté pour eux? Un jour, lors d'une sortie scolaire, un camarade moqueur lança « Votre mère ne voulait même pas vous voir, elle devait avoir honte. » Nathan, furieux, se jeta sur lui, le plaquant au sol. Il fallut 2 adultes pour l'arrêter. Ce soir-là, puni, il serra ses frères et leur dit « Quoi qu'ils disent, nous ne sommes pas des erreurs. Nous sommes des frères. Et un jour, on leur prouvera. » Ce serment, prononcé avec la rage de l'enfance, résonna comme une promesse silencieuse au destin. Car 16 ans après leur naissance, une vérité surprenante allait éclater, révélant au monde entier que ces 3 garçons abandonnés avaient un avenir que personne n'aurait pu imaginer. L'adolescence arriva comme une tempête dans la vie de Nathan, Samuel et Julien. À 13 ans, leur corps changeait, leur voix se transformait, mais ce qui demeurait immuable, c'était leur unité. Ils n'étaient pas seulement des frères, ils formaient une forteresse vivante,
une muraille invisible contre les coups du monde extérieur. Pourtant, l'adolescence apporta son lot de défis nouveaux, révélant leurs forces, mais aussi leurs blessures les plus profondes. Nathan, le plus âgé de quelques minutes, se forgea une réputation de leader naturel. Dans la cour du collège, il se dressait face aux intimidateurs, protégeant non seulement ses frères, mais aussi les plus faibles. Les professeurs reconnaissaient son courage, mais s'inquiétaient de sa tendance à réagir avec violence. « Nathan, tu n'as pas besoin de frapper pour montrer que tu es fort », lui dit un jour un enseignant. Mais l'adolescent haussa les épaules. « Si je ne me bats pas, qui le fera ?» Derrière cette façade de dureté, il cachait une peur constante, celle que ses frères soient à nouveau rejetés, humiliés ou pire, séparés. Samuel, lui, grandissait avec une sensibilité exacerbée. Il continuait d'inventer des histoires, mais désormais il les écrivait. Sur des cahiers usés, il décrivait des mondes où 3 héros surmontaient des épreuves impossibles. Ses camarades se moquaient de son imagination débordante, mais certains enseignants virent en lui un véritable talent littéraire. « Tu as une plume rare », lui dit une professeure de français. Samuel rougit, mais ces mots résonnèrent longtemps en lui. Écrire devint son arme, sa manière de transformer la douleur en beauté. Julien enfin s'affirma comme le plus réfléchi. Son esprit analytique se développa à une vitesse impressionnante. Passionné par les mathématiques et les sciences, il brillait dans ses études. Les éducateurs, impressionnés, parlèrent de lui comme d'un futur ingénieur ou chercheur. Mais derrière ses succès scolaires, Julien cachait une solitude intérieure. Il observait le monde avec une lucidité qui parfois le pesait. « Pourquoi devons-nous prouver plus que les autres que nous valons quelque chose ?» demanda-t-il un soir à ses frères. Nathan lui répondit les poings serrés « Parce qu'on nous a marqués dès la naissance. Mais on va effacer cette marque, ensemble. » À mesure qu'ils grandissaient, la conscience de leurs différences devenait plus lourde. Leur peau sombre contrastait avec la majorité de leurs camarades. Certains professeurs bienveillants les encourageaient, mais d'autres, plus froids, semblaient déjà les condamner à des chemins étroits. Les discriminations, parfois subtiles, parfois violentes, étaient une réalité quotidienne. Et pourtant, au lieu de les diviser, elles renforçaient leur pacte. « Nous sommes 3 contre le monde », disait Samuel, et cette phrase devenait un cri de guerre. Les moqueries sur leur abandon continuaient à les hanter. Un jour, un élève lança en ricanant « Vous êtes les enfants que personne n'a voulu ». Nathan se jeta sur lui, mais Julien l'arrêta d'une main ferme. « Non, laisse, dit-il. » Puis il fixa l'agresseur et répondit d'une voix glaciale « Peut-être que personne ne nous a voulu. Mais nous nous voulons, et c'est plus que ce que tu auras jamais. » Le silence qui suivit valut plus qu'une gifle. Les 3 frères développèrent des rêves différents, mais toujours liés par leur désir de revanche sur la vie. Nathan rêvait de devenir policier, de protéger les autres, comme il protégeait ses frères. Samuel voulait devenir écrivain, donner une voix à ceux qu'on n'entend jamais. Julien visait les études supérieures, persuadé que la connaissance était la clé pour briser les chaînes de l'injustice. À la maison, dans le foyer où ils vivaient toujours, les éducateurs voyaient bien qu'ils s'approchèrent de la majorité. Bientôt, ils devraient quitter l'institution pour entrer dans le monde adulte, seuls. Cette perspective terrifiait les triplés. Un soir, Samuel murmura « Et si on nous séparait ?» Nathan le regarda droit dans les yeux. « Jamais. Peu importe ce qu'il faudra faire. On restera ensemble. » Julien ajouta d'une voix calme mais déterminée « Si le système ne veut pas de nous, alors on créera notre propre chemin. » À 16 ans, leur réputation s'était forgée. 3 frères inséparables, 3 visages marqués par l'abandon, mais portés par une volonté farouche. Les autres jeunes du foyer les admiraient, les suivaient, cherchant dans leur unité une force qui leur manquait. Nathan, Samuel et Julien devenaient malgré eux des modèles pour ceux qui avaient perdu espoir. Ils ne le savaient pas encore, mais leur destin, forgé par des années de rejet et de lutte, était sur le point de prendre un tournant décisif. Car 16 ans après leur naissance, le monde allait enfin découvrir qui ils étaient réellement, et ce que signifiait grandir avec une étiquette qu'on n'avait pas choisie. À 16 ans, Nathan, Samuel et Julien avaient déjà vécu 1000 vies dans un seul corps d'adolescents. Leur enfance marquée par l'abandon avait forgé une armure invisible, mais sous cette carapace, le feu de la révolte brûlait toujours. Ils avaient appris à ne plus attendre que quelqu'un vienne les sauver. Ils avaient décidé de se sauver eux-mêmes. Pourtant, le destin préparait une nouvelle épreuve, aussi brutale que décisive,
tout commença par un incident banal. Un après-midi, à la sortie du lycée, un groupe de garçons plus âgés se mit à les provoquer. « Hé, les triplés rejetés! Vos parents vous ont jetés comme des ordures !» cria l'un d'eux. Les insultes résonnèrent dans la cour, sous les rires de quelques curieux. Nathan, fidèle à lui-même, voulut foncer, mais Julien posa une main sur son bras. « Pas cette fois !» murmura-t-il. Pourtant, la provocation alla trop loin. Un des garçons bouscula Samuel qui tomba au sol. Ce fut l'étincelle. Nathan explosa. Ses poings s'abattirent avec toute la rage accumulée depuis 16 ans. L'altercation dégénéra en bagarre générale. Lorsque les surveillants arrivèrent, plusieurs élèves étaient au sol et Nathan, le visage ensanglanté, retenait encore son adversaire par le col. L'affaire fit grand bruit. Le directeur convoqua immédiatement les 3 frères. « Vous êtes intelligents, mais vous êtes aussi en train de gâcher votre avenir. » Nathan, les yeux pleins de feu, répliqua. « Il nous insulte depuis toujours. Pourquoi on devrait se taire ?» Mais le directeur resta inflexible. « La violence ne sera jamais une réponse. Vous devez apprendre à transformer votre colère en force constructive. » Cet incident marqua un tournant. Les services sociaux furent alertés. On parla de séparer les frères, de les placer dans des foyers différents, pour éviter les débordements. Cette menace fut comme un coup de poignard. Les 3, réunis dans leur petite chambre, se serrèrent l'un contre l'autre. « Ils ne nous sépareront pas, » dit Nathan d'une voix cassée. Samuel ajouta, les larmes aux yeux, « On survivra encore une fois. » Julien, froid et déterminé, conclut, « Alors il faut leur prouver qu'on vaut mieux que ça. » À partir de ce jour, leur attitude changea. Nathan, conscient qu'il ne pouvait pas continuer à exploser à chaque provocation, s'inscrivit dans un club de boxe. Il y trouva un exutoire à sa rage, apprenant à contrôler ses gestes, à transformer ses coups en discipline. Son entraîneur impressionné lui dit un soir, « Tu as une force rare, mais ta vraie victoire sera de savoir quand ne pas frapper. » Ces mots résonnèrent en lui. Samuel, encouragé par sa professeure de français, participa à un concours d'écriture. Il hésita longtemps, craignant d'exposer sa douleur au grand jour. Finalement, il envoya un texte intitulé « Les enfants de personne ». Son récit brut et poignant bouleversa le jury. Il remporta le premier prix régional et pour la première fois son nom fut publié dans un journal local. Quand il montra l'article à ses frères, Nathan le serra dans ses bras. « Tu viens de prouver qu'on existe, Sam. » Julien, de son côté, redoubla d'efforts dans ses études. Ses résultats brillants en mathématiques et en sciences lui valurent une bourse potentielle pour poursuivre dans une grande école. Mais au-delà des notes, il voulait démontrer que leur origine n'était pas une condamnation. « On croit qu'on finira à la rue », confia-t-il un soir. « Moi, je veux qu'on voie qu'un enfant abandonné peut devenir un bâtisseur. » En quelques mois, leur image changea. De garçons à problème, ils devinrent frères exceptionnels. Aux yeux de certains enseignants et éducateurs, mais l'ombre de la séparation planait encore. Les services sociaux continuaient à envisager de les disperser à leur majorité, jugeant qu'il était irréaliste qu'ils s'en sortent ensemble. Un soir, dans leur chambre, Samuel proposa une idée folle. Et si on racontait notre histoire au monde, pas seulement à l'école, pas seulement au foyer, si on écrivait, si on parlait, si on chantait, peut-être que quelqu'un nous entendrait. Nathan fronça les sourcils. « Tu crois que ça changerait quelque chose ?» Julien répondit, « Si on ne fait rien, ils décideront pour nous. Alors autant tenter. » Ils se mirent d'accord. Ils ne laisseraient plus personne écrire leur destin à leur place. Leur adolescence, marquée par la douleur et la rage, devenait désormais un tremplin. Ils avaient compris que leur abandon n'était pas une fin, mais le point de départ d'un combat plus grand. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le destin, attentif à leurs murmures, préparait déjà le moment où leur histoire éclaterait au grand jour. Et ce jour-là, 16 ans après leur naissance, ceux qui les avaient abandonnés seraient contraints de faire face à la vérité. Le 16e anniversaire des triplés approchait, et avec lui une étrange tension planait dans l'air. Au foyer, les éducateurs savaient qu'à 18 ans, les jeunes devaient quitter l'institution. L'échéance, bien que lointaine de 2 années, se rapprochait à grands pas. Pour Nathan, Samuel et Julien, cette perspective signifiait une peur viscérale, être séparés. Mais ils refusaient d'imaginer cette éventualité. « On trouvera un moyen », répétait Nathan comme un mantra. À 16 ans, leur complicité était plus forte que jamais. Nathan, avec ses épaules larges et son regard déterminé, avait pris l'habitude de travailler dans une petite épicerie du quartier après les cours. Son salaire modeste
servait à acheter de petits extras pour ses frères. Un livre pour Julien, un cahier neuf pour Samuel, un dessert sucré partagé le dimanche. Samuel, de son côté, poursuivait son chemin d'écrivain en herbe. Ses textes circulaient parmi les professeurs, certains impressionnés par la maturité de sa plume. Julien, brillant dans ses études, attirait déjà l'attention d'universités prestigieuses. Mais malgré leurs différences, ils restaient indissociables, comme trois fils d'une même corde. Un après-midi d'automne, un événement bouleversa leur quotidien. Le foyer reçut la visite d'une équipe de journalistes locaux. Ils venaient réaliser un reportage sur la vie des adolescents en institution. Lorsque les caméras arrivèrent, beaucoup d'enfants se cachèrent, gênés. Mais Nathan, Samuel et Julien, poussés par une étrange intuition, décidèrent d'accepter de témoigner. Dans une petite salle, la journaliste leur posa des questions. « Comment vivez-vous ici ?» Nathan répondit avec franchise. « Ce n'est pas facile. Mais tant qu'on est ensemble, on tient. » Samuel, plus émotif, ajouta. « On nous a abandonnés à la naissance, mais on veut montrer qu'on n'est pas des erreurs. » « Reese, Julien conclut d'une voix posée, « Nous ne voulons pas qu'on nous définisse par notre passé. Nous voulons construire notre avenir. » Le reportage, diffusé quelques jours plus tard à la télévision locale, fit l'effet d'une bombe. Les spectateurs furent bouleversés par leurs paroles, par leur unité, par leur regard droit dans la caméra. Des lettres commencèrent à arriver au foyer. Certaines familles envoyaient des mots d'encouragement, d'autres proposaient de les aider financièrement. Mais ce qui surprit le plus fut la réaction d'un couple particulier. Élise et Arnaud, les parents biologiques des triplés, virent le reportage. Ils vivaient désormais dans une autre région, loin de la ville où tout avait commencé. Leur vie semblait parfaite. Maison confortable, cercle d'amis respectable, carrière stable. Mais ce soir-là, devant l'écran, leur passé ressurgit comme un coup de tonnerre. Élise blêmit en reconnaissant les trois visages. « Arnaud, ce sont eux !» Le silence qui suivit fut glacial. Arnaud détourna le regard, incapable de soutenir le poids de la vérité. Élise sentit son cœur se serrer. Pendant 16 ans, elle avait refoulé le souvenir de cette nuit en maternité. La honte, la peur, la décision irréversible. Mais en voyant ces trois jeunes hommes, droits, fiers malgré leurs blessures, une vague de culpabilité la submergea. « Ils ont grandi, sans nous », murmura-t-elle. Les triplés, eux, ignoraient encore que leurs mots avaient ravivé une histoire enterrée. Pour eux, le reportage n'était qu'un petit pas, une manière de prouver qu'ils existaient. Mais il devint le déclencheur d'une série d'événements inattendus. À l'école, leurs camarades changèrent d'attitude. Ceux qui se moquaient autrefois restaient silencieux. Certains venaient même leur parler avec respect. « J'ai vu ton passage à la télé. Tu as eu du courage. » dit un élève à Samuel. Julien, surpris, répondit simplement. « Nous n'avons fait que dire la vérité. » Pour la première fois, ils avaient l'impression que leur voix comptait. Et cette reconnaissance, même fragile, allumait en eux une flamme nouvelle, l'espoir que leur destin pouvait enfin basculer. Mais dans l'ombre, Élise, rongée par la culpabilité, commença à envisager l'impensable, les retrouver. Arnaud, lui, refusait catégoriquement. « Ce qui est fait. Nous avons tourné la page. » Mais Élise ne pouvait plus ignorer le vide dans son cœur. « Ce sont mes fils, » répéta-t-elle en larmes. « Je dois au moins leur dire la vérité. » Pendant ce temps, les trois frères avançaient dans leur adolescence, inconscients que les fantômes de leur passé s'agitaient. Ils continuaient de rêver ensemble. Nathan voyait déjà sa carrière dans la police. Samuel espérait publier son premier livre, Julien envisageait des études supérieures à Paris. Mais aucun de ses rêves ne prévoyait la rencontre brutale avec ceux qui, un jour, avaient choisi de les rejeter. Car le destin, implacable, préparait la confrontation, et elle allait bouleverser leur vie à jamais. Les jours suivant la diffusion du reportage, le foyer ne cessa de recevoir des appels et des lettres. Pour beaucoup, les triplés étaient devenus un symbole, celui de la résilience face à l'abandon. Mais parmi ces voix anonymes, il y en eut une qui tremblait plus que les autres. Élise, la mère biologique des garçons, écrivait une lettre qu'elle n'arrivait pas à terminer. Elle posait son stylo, se levait, faisait les 100 pas, puis reprenait. Chaque mot semblait peser des tonnes. Comment leur dire qu'elle les avait abandonnés à la naissance? Comment expliquer l'inexplicable? Arnaud, son mari, refusait catégoriquement cette idée. « Et c'est du passé, en Élise. Tu veux tout gâcher? Nous avons une vie, une réputation. Personne n'a besoin de savoir ce qui s'est passé il y a 16 ans. » Mais Élise ne supportait plus ce silence. Chaque nuit, son esprit la ramenait à la maternité,
aux pleurs des nourrissons qu'elle n'avait pas osé prendre dans ses bras. Elle voyait leur visage d'aujourd'hui à la télévision et son cœur hurlait. De leur côté, Nathan, Samuel et Julien essayèrent de reprendre une vie normale après le tumulte médiatique. Mais quelque chose avait changé. Dans les couloirs du lycée, ils n'étaient plus les rejetés. Ils étaient les triplés courageux. Certains élèves les regardaient avec admiration, d'autres avec une curiosité maladroite. Julien, souvent réservé, s'agaçait de cette attention soudaine. « Qu'ils arrêtent de nous regarder comme si on était des bêtes de foire », disait-il. Samuel, lui, y voyait une chance. S'ils nous écoutent maintenant, peut-être qu'on peut raconter notre histoire plus loin. Nathan, pragmatique, concluait. Tant que ça nous rapproche de notre but, restez ensemble. Alors utilisons-le. Un soir, alors qu'ils dînaient dans le réfectoire du foyer, la directrice entra avec une lettre à la main. « C'est pour vous, les garçons », dit-elle avec une hésitation perceptible. Les triplés échangèrent un regard intrigué. Samuel ouvrit l'enveloppe et lut à voix haute « Mes enfants, je ne sais pas si j'ai le droit de vous appeler ainsi. Il y a 16 ans, j'ai commis l'erreur la plus grave de ma vie. Je vous ai abandonné alors que vous veniez à peine de naître. Pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à vous. J'ai vu votre reportage et mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Vous êtes devenus des jeunes hommes magnifiques, malgré l'absence de vos parents. Je ne demande pas votre pardon. Je souhaite seulement vous rencontrer, vous voir une fois pour vous dire la vérité. Avec tout mon amour, Élise. » Le silence s'abattit dans la salle. Nathan serra les dents. Ses yeux s'embrasèrent. « Elle croit qu'une lettre suffit ?» Après 16 ans. Samuel, bouleversé, relut plusieurs fois les mots, cherchant à déchiffrer la sincérité entre les lignes. Julien, quant à lui, resta figé, son esprit bouillonnant. « Si c'est vraiment elle, alors nous avons enfin des réponses, » dit-il d'une voix grave. Les jours suivants, la lettre fut au centre de toute leur discussion. Nathan refusait catégoriquement. Elle nous a laissés comme des chiens. Qu'elle reste où elle est. Samuel plaidait pour une rencontre. Peut-être qu'elle avait ses raisons. Peut-être qu'on doit au moins l'écouter. Julien, partagé, pesait les arguments. La vérité fait mal, mais elle est nécessaire. Et si on refuse, on restera à jamais avec des questions sans réponse. Finalement, poussés par la curiosité et le besoin d'explication, ils acceptèrent. Une rencontre fut organisée dans un bureau neutre, sous la supervision d'un travailleur social. Le jour venu, leur cœur battait à tout rompre. Ils entrèrent ensemble, se tenant presque par les épaules, comme une armée soudée. Assise dans la salle, Élise se leva. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient rougis par les larmes. « Mes fils !» souffla-t-elle. Mais Nathan l'interrompit sèchement. « N'utilisez pas ce mot. Vous avez perdu ce droit. » Samuel sentit les larmes lui monter aux yeux, mais il resta silencieux. Julien, froid, demanda « Pourquoi ?» Élise, effondrée, raconta tout. La peur, la pression sociale, la honte d'avoir mis au monde 3 enfants noirs dans un couple blanc, la lâcheté d'un mari qui avait exigé l'abandon. Elle ne chercha pas d'excuses, seulement à dire la vérité. À mesure qu'elle parlait, le silence des triplés devenait plus lourd. Quand elle termina, Nathan se leva, furieux. « Vous nous avez condamnés avant même qu'on ait une chance. » Il sortit, incapable d'en entendre davantage. Samuel, en pleurs, murmura. « J'aurais voulu au moins une caresse, une berceuse, quelque chose. » Julien, glacé, conclut. « Nous n'avions rien. Et pourtant, nous avons grandi. Pas grâce à vous, mais malgré vous. » Élise, effondrée, comprit qu'il faudrait bien plus qu'une lettre et une confession pour effacer 16 années d'absence. Mais la rencontre avait planté une graine, celle d'un futur affrontement, non plus seulement avec elle, mais aussi avec Arnaud, l'homme qui avait imposé ce choix. Et dans l'ombre, ce père refusait toujours de voir en eux autre chose que l'erreur de sa vie. La rencontre avec Élise laissa une cicatrice à vif dans le cœur des triplés. Nathan, consumé par la colère, évitait même d'en parler. Samuel, plus fragile, relisait sans cesse la lettre, oscillant entre douleur et désir de croire à un repentir sincère. Julien, lui, s'efforçait de garder la tête froide, mais ses nuits étaient hantées par un seul mot. Pourquoi? Élise, de son côté, supplia Arnaud de les rencontrer à son tour. « Tu dois leur parler, » dit-elle un soir, la voix tremblante. « Ils méritent d'entendre ta vérité, même si elle est dure. » Mais Arnaud refusa catégoriquement. « Ces enfants n'existent pas. Ils n'ont jamais existé. » Son ton était tranchant, ses yeux glacés. Pourtant, derrière cette façade de dureté, Élise sentait une peur de voir son passé éclater au grand jour et salir la réputation qu'il s'était construite depuis 16 ans.
Mais le destin n'allait pas lui laisser le choix. Un journaliste, intrigué par l'émotion suscitée par le reportage, découvrit le lien entre les triplés et un couple respecté vivant dans une région voisine. L'information, encore discrète, menaçait de sortir. Arnaud sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sa plus grande crainte devenait réalité. Son secret risquait de le poursuivre jusque dans sa carrière, dans sa vie bien ordonnée. Pendant ce temps, les frères tentaient de digérer leur rencontre avec Élise. Un soir, dans leur chambre du foyer, Samuel dit d'une voix douce « Elle avait l'air sincère. Peut-être qu'elle a vraiment regretté. » Nathan, furieux, se leva brusquement. « Regretter ? Pendant 16 ans, elle n'a pas levé le petit doigt. Et maintenant, parce qu'on est passé à la télé, elle veut se donner bonne conscience. » Julien, plus mesuré, répondit « On ne pourra pas effacer ce qui s'est passé. Mais on ne peut pas non plus ignorer que ce sont nos parents. On doit entendre aussi ce qu'il a à dire. » Le lendemain, Élise vint discrètement au foyer, sans prévenir Arnaud. Elle voulait parler encore, tenter d'apaiser la douleur. Mais cette fois, Nathan refusa de la voir. Autant si c'est lui qu'elle veut protéger, qu'il vienne. Sinon, ça ne sert à rien. Ces mots claquèrent comme un ultimatum. Quelques jours plus tard, sous la pression de sa femme et face aux rumeurs croissantes, Arnaud accepta finalement de rencontrer ses fils. Mais ce n'était pas un choix du cœur, seulement une nécessité pour sauver les apparences. La rencontre eut lieu dans un bureau officiel, sous la supervision du même travailleur social. L'atmosphère était électrique, presque suffocante. Les triplés, assis côte à côte, attendaient. Quand Arnaud entra, le silence se fit lourd. Son regard glissa rapidement sur eux, mais il ne s'arrêta pas. Ses mâchoires serrées, ses mains crispées trahissaient son malaise. Nathan prit la parole le premier, la voix vibrante. Alors, 16 ans sans un mot, rien, pas une visite. Pas un geste. Pourquoi? Arnaud s'assit lentement, soupira et dit d'une voix dure « Parce que je n'ai jamais voulu de vous. » Ces mots frappèrent comme une gifle. Samuel sentit son cœur se briser. Julien se raidit, et Nathan bondit presque de sa chaise. Mais Arnaud continua implacable. « Vous étiez une erreur. Un fardeau que je n'avais pas demandé. J'ai choisi ma vie. Et vous n'en faisiez pas partie. » Élise, assise à ses côtés, éclata en sanglots. « Arnaud, arrête !» Mais lui resta froid. « Tu voulais la vérité? Voilà. » Les triplés encaissèrent ces mots comme on encaisse des coups de poing. Samuel, en larmes, murmura. « Alors tout ce qu'on valait pour vous, c'était... rien ?» Arnaud ne répondit pas. Nathan se leva brusquement, les poings serrés. « Non, vous avez tort. Nous valons plus que tout ce que vous n'avez jamais été. Vous nous avez laissés pour morts, mais regardez-nous, on est debout. On est fort, et on n'a pas besoin de vous. » Julien, malgré la douleur, ajouta d'une voix glaciale « Vous nous avez reniés, mais c'est vous qui porterez ce fardeau, pas nous. » Arnaud, incapable de soutenir leur regard, détourna les yeux. La rencontre se termina dans un silence lourd, seulement brisé par les sanglots d'Élise. En sortant, Nathan dit à ses frères « C'est fini, on sait ce qu'on avait besoin de savoir. Il n'y a rien à attendre de lui. » Samuel, brisé, ajouta « Alors maintenant, on écrit notre histoire. » Julien conclut « Oui, et elle ne portera jamais son nom. » Ce jour-là, les triplés comprirent que leur destin ne dépendrait plus de leurs parents biologiques. Ils avaient apporté le poids du rejet trop longtemps. Désormais, ils allaient transformer cette blessure en force, prêts à affronter un avenir incertain, mais entièrement à eux. La confrontation avec Arnaud laissa une trace indélébile dans le cœur des triplés. Pour la première fois, ils avaient entendu de sa bouche la vérité brutale. Ils n'avaient jamais été désirés. Cette déclaration glaçante résonnait encore dans leurs esprits comme un écho insupportable. Mais loin de les détruire, elle alluma en eux une nouvelle flamme. « Puisqu'ils ne croient pas en nous, alors nous irons encore plus loin. » et déclara Nathan avec une rage contenue. Les jours suivants, le foyer tout entier ressentit le changement. Les éducateurs, inquiets, s'attendaient à voir les garçons sombrer dans la colère ou le découragement. Mais au contraire, Nathan s'entraînait chaque soir plus dur que jamais à la salle de boxe, comme s'il voulait canaliser toute sa douleur dans chaque coup de poing porté au sac. Samuel passait des nuits entières à écrire, noircissant des cahiers de récits où l'abandon se transformait en épopée, où les orphelins devenaient des héros triomphants. Julien, lui, se plongeait dans ses livres, comme pour prouver que son esprit pouvait s'élever bien au-dessus du mépris d'un père qui n'avait jamais voulu le connaître. Un soir, rassemblés tous les trois dans leur chambre, Samuel prit la parole. « Nous savons maintenant ce qu'ils pensent de nous. Mais le monde entier ne sait qu'une chose,
que nous sommes les enfants abandonnés de 1989. Julien le regarda intrigué. « Tu veux dire quoi ?» Samuel répondit « Si on raconte notre histoire, pas seulement au journal, mais vraiment au grand jour, alors on ne sera plus des victimes. On deviendra un symbole. » Nathan fronça les sourcils. « Raconter encore ? Ça ne changera pas le passé. » Mais Samuel insista. « Ça peut changer l'avenir. Pas seulement le nôtre, mais celui d'autres enfants comme nous. » Julien acquiesça lentement. Il a raison. Si nous transformons notre douleur en voix, alors plus personne ne pourra nous ignorer. C'est ainsi qu'ils commencèrent à travailler ensemble sur un projet commun. Samuel rédigeait le récit de leur vie, avec ses mots crus et poétiques. Julien organisait les chapitres, structurant le tout avec la précision d'un stratège. Nathan, lui, veillait à ce que chaque phrase soit vraie, qu'aucun détail n'embellisse la réalité. Notre histoire doit être brute, parce que c'est comme ça qu'on a vécu, répétait-il. Un professeur de français, impressionné par leur texte, les encouragea à participer à un concours national de témoignages. Ils hésitèrent d'abord, puis acceptèrent. Quelques semaines plus tard, leur récit, « 3 voix, une seule douleur », fut lu par un jury bouleversé. Leur texte reçut le premier prix. Les journaux nationaux commencèrent à s'intéresser à eux. 3 frères abandonnés deviennent des écrivains de l'espoir, titrait un article. Les caméras revinrent, cette fois non pour un simple reportage, mais pour une émission télévisée. Devant des millions de spectateurs, Nathan, Samuel et Julien racontèrent leur parcours. Nathan déclara « Nous n'avons pas choisi de naître dans l'abandon, mais nous choisissons aujourd'hui de vivre dans la dignité. » Samuel ajouta « Nous voulons prouver qu'aucun enfant n'est une erreur. » Et Julien conclut, le regard perçant « Nous sommes la preuve que l'amour fraternel peut remplacer ce que les parents n'ont pas su donner. » Leur passage fit sensation. Des centaines de lettres et de messages affluèrent. Certains disaient « Grâce à vous, j'ai trouvé le courage d'adopter. » D'autres « Vous m'avez redonné foi en l'humanité. » Les 3 frères, pour la première fois, sentirent qu'ils n'étaient plus définis par l'abandon, mais par la force qu'ils en avaient tirée. Mais cette lumière nouvelle attira aussi des ombres. Arnaud, voyant son nom associé dans les médias à l'histoire des triplés, sentit sa réputation vaciller. Au travail, certains collègues murmuraient. Dans son voisinage, des regards pesaient sur lui. Il comprit que le secret qu'il avait voulu enterrer était désormais exposé au monde entier. Sa colère grandit et il blâma Élise d'avoir rouvert la plaie. « Tout ça, c'est ta faute », lança-t-il un soir. Mais au fond, il savait que c'était lui qui avait scellé ce destin. Pendant ce temps, les triplés continuaient d'avancer. Leur texte fut publié dans un recueil, et plusieurs associations commencèrent à les inviter pour témoigner. Ils devenaient des porte-paroles, malgré eux, de tous les enfants rejetés. Leur voix résonnait bien au-delà des murs du foyer. Pourtant, malgré ce succès grandissant, une douleur restait intacte, le besoin de reconnaissance. Non pas celle du monde, mais celle de leurs parents. Nathan, Samuel et Julien savaient qu'ils ne l'auraient jamais d'Arnaud. Mais une part d'eux espérait encore, peut-être, que l'amour d'Élise pourrait un jour combler une infime partie du vide. Et sans le savoir, ils s'approchaient du moment où leur destin éclaterait au grand jour, révélant une vérité que personne n'aurait imaginée, que 3 enfants abandonnés pouvaient devenir, 16 ans plus tard, le symbole d'un combat universel. Les mois qui suivirent leur première apparition à la télévision marquèrent un tournant décisif dans la vie des triplés. Nathan, Samuel et Julien n'étaient plus seulement 3 enfants abandonnés, mais devenaient peu à peu des symboles vivants de résilience et d'espoir. Leur histoire circulait dans les médias, relayée par des associations, partagée sur les réseaux sociaux. Dans la rue, des inconnus les arrêtaient pour leur serrer la main. « Bravo les garçons, continuez. Vous êtes la preuve que la vie peut renaître même dans la douleur. » Cette notoriété soudaine surprenait les 3 frères. Nathan, naturellement méfiant, s'inquiétait. « On nous applaudit aujourd'hui. Mais demain, est-ce qu'ils nous oublieront ?» Samuel, plus rêveur, y voyait une chance inespérée. Tant qu'on a une voix, utilisons-la pour ceux qui n'en ont pas. Julien, rationnel, observait l'opportunité avec lucidité. Si nous savons manier cette attention, nous pourrons ouvrir des portes qu'on n'aurait jamais imaginées. Leur vie au foyer changea radicalement. Les éducateurs, autrefois soucieux de leurs accès de colère ou de leur isolement, les regardaient désormais avec une fierté discrète. Certains jeunes du centre les considéraient comme des modèles. « Si eux ont réussi à se faire entendre, peut-être que moi aussi, »
pensait un petit garçon de 10 ans, collant des articles de journaux sur le mur de sa chambre. Mais avec cette lumière vint aussi un poids nouveau, celui des attentes. On leur demandait de parler, d'écrire, de témoigner. Chaque parole semblait scrutée, chaque geste observé. Nathan parfois sentait la pression devenir étouffante. On est juste 3 gamins abandonnés. Pourquoi tout le monde attend de nous qu'on soit des héros? Samuel lui répondit un soir d'une voix douce. Parce que même sans le vouloir, on est devenu un exemple. Et peut-être que c'est notre mission. Un événement allait cristalliser cette nouvelle étape. Une grande conférence nationale sur la protection de l'enfance invita les triplés à prendre la parole devant un public composé de ministres, de responsables associatifs, d'éducateurs et de familles d'accueil. C'était une scène bien différente de la petite émission télévisée locale. C'était un pas vers une reconnaissance officielle. La veille, dans leur chambre, la tension était palpable. Samuel écrivait nerveusement son discours. Julien révisait des statistiques qu'il voulait citer pour donner du poids à leurs propos. Nathan, lui, restait silencieux, le regard fixé sur le plafond. « Et toi, tu vas dire quoi ?» demanda Samuel. Nathan haussa les épaules. « Je ne sais pas encore. Peut-être que je parlerai avec mon cœur. » Le lendemain, la grande salle de conférence était pleine. Des caméras filmaient, des journalistes prenaient des notes. Lorsque les 3 jeunes montèrent sur scène, un murmure parcourut l'assistance. Ils n'étaient plus seulement des visages d'articles, mais des présences vivantes, imposantes malgré leur jeunesse. Samuel prit la parole le premier. Sa voix tremblait un peu, mais ses mots étaient clairs. Nous avons grandi dans un foyer, rejeté dès notre premier souffle. Mais nous ne voulons pas être vus comme des victimes. Nous voulons être vus comme des preuves vivantes que chaque enfant mérite une chance. Julien enchaîna, plus assuré. Le système fait ce qu'il peut, mais il ne suffit pas. Trop d'enfants passent leur vie à attendre une famille qui ne vient jamais. Nous avons eu la chance d'être ensemble. Mais combien restent seuls, brisés, invisibles? Enfin, Nathan s'approcha du micro. Le silence se fit total. Son regard balaya la salle, intense, brûlant. Pendant 16 ans, on nous a dit qu'on ne valait rien. Aujourd'hui, nous sommes ici. Pas grâce à ceux qui nous ont abandonnés, mais grâce à notre fraternité. Nous ne demandons pas votre pitié. Nous exigeons votre engagement. Aucun enfant ne devrait commencer sa vie en étant rejeté. Les applaudissements éclatèrent, d'abord timides, puis de plus en plus forts, jusqu'à remplir toute la salle. Certains se levèrent, émus aux larmes. Les triplés, debout côte à côte, se regardèrent et comprirent. Ils venaient de franchir une frontière invisible. Ils n'étaient plus seulement des survivants, ils devenaient des porte-paroles. Mais ce succès médiatique avait aussi une conséquence inattendue. Assis au fond de la salle, dissimulé parmi le public, Arnaud, leur père biologique, assistait à la scène. Il avait juré de ne jamais revoir ses enfants. Pourtant, poussé par une curiosité malsaine ou par une peur viscérale de voir sa réputation s'effondrer, il était venu. Quand ses yeux croisèrent ceux de Nathan, un éclair de reconnaissance traversa l'air. Mais Nathan détourna aussitôt le regard, le visage fermé. Arnaud quitta la salle avant la fin des applaudissements. Dans son cœur, un combat acharné faisait rage entre la honte, la colère et un regret qu'il refusait d'admettre. Pour les triplés, ce jour fut un triomphe. Mais ils ignoraient encore que leur combat personnel était loin d'être terminé. Car leur passé, incarné par un père qui refusait d'assumer, n'avait pas dit son dernier mot. Et bientôt, ce passé se dresserait à nouveau devant eux, prêt à tout pour les réduire au silence. Le discours des triplés à la conférence nationale fit grand bruit. Dès le lendemain, leurs photos paraissaient en une de plusieurs journaux, accompagnées de titres percutants. 3 frères abandonnés exigent justice pour les enfants oubliés. La voix de la résilience. C'est les triplés qui bouleversent la France. Sur les réseaux sociaux, des extraits vidéo circulaient, atteignant des millions de vues. Les internautes partagèrent leurs paroles avec émotion. Écoutez ces jeunes. Ils disent tout haut ce que nous taisons depuis trop longtemps. Au foyer, les éducateurs étaient fiers, presque émus aux larmes. Vous avez fait plus en 10 minutes que certains en 10 ans, déclara la directrice en leur serrant la main. Les autres enfants les regardaient désormais comme des héros. Pour la première fois, Nathan, Samuel et Julien avaient l'impression d'avoir inversé le rapport de force. Ce n'étaient plus eux qui demandaient à être vus, c'était le monde qui les regardait. Mais cette lumière nouvelle avait un revers. Les caméras ne quittaient plus le foyer. Les journalistes cherchaient des détails, fouillaient leur passé, interrogeaient leurs camarades. Chaque geste devenait matière à article. Nathan, déjà méfiant, s'agaçait. On n'a pas demandé à devenir des bêtes de cirque.
Julien tentait de calmer le jeu. Si nous contrôlons ce que nous disons, nous pouvons transformer cette attention en quelque chose de positif. Samuel, lui, oscillait entre excitation et inquiétude. Et si ça nous dépassait? Ce qui les dépassait surtout, c'était l'ombre d'Arnaud. L'homme avait quitté la salle de conférence sans un mot, mais ses pensées le tourmentaient. Son nom commençait à circuler dans les coulisses journalistiques. Certains cherchaient à relier les triplés à un couple de leur région. Un couple qui, 16 ans plus tôt, aurait abandonné des nouveau-nés. Arnaud craignait que la vérité éclate au grand jour et détruise sa réputation. Il tenta d'agir en silence. D'abord, il contacta un journaliste qu'il connaissait pour minimiser l'affaire. Ce sont juste des histoires enjolivées par des ados en mal de reconnaissance, dit-il froidement. Mais le journaliste, touché par le charisme des frères, ne le crut pas. Puis Arnaud alla plus loin. Il envoya une lettre anonyme au foyer, accusant les triplés de mentir, de manipuler l'opinion publique. La directrice, choquée, montra la lettre au garçon. Nathan la lut à voix haute, les yeux enflammés. Ces jeunes inventent une histoire pour attirer l'attention. Aucun parent n'aurait abandonné 3 enfants sans raison. « À moi tout donc c'est ce » Samuel blêmit. « C'est lui. C'est forcément lui. » Julien serra les poings. Il n'assume même pas sa lâcheté. Nathan, furieux, déchira la lettre en morceaux. Qu'il dise ce qu'il veut. Nous, on sait qui nous sommes. Pourtant, ces attaques anonymes n'étaient qu'un prélude. Quelques semaines plus tard, un magazine publia un article insinuant que l'identité des parents biologiques des triplés avait été retrouvée. Bien que les noms ne soient pas cités, les indices suffisaient pour que des rumeurs circulent dans la ville où vivaient Arnaud et Élise. Le couple, autrefois respecté, devint la cible de chuchotements et de regards accusateurs. Élise, rongée par la honte et la culpabilité, pleurait chaque soir. Arnaud, lui, se murait dans le déni et la colère. « Ils veulent détruire ma vie. Je ne les laisserai pas faire. » De leur côté, les triplés continuaient d'avancer. Ils reçurent une invitation pour témoigner dans une émission télévisée nationale en prime time. C'était une opportunité inespérée, mais aussi un immense défi. « C'est notre chance de dire la vérité devant tout le pays », déclara Samuel, les yeux brillants. Nathan grogna, « et de donner encore plus de munitions à ceux qui veulent nous salir. » Julien, pragmatique, conclut, « Peu importe. Si nous restons authentiques, personne ne pourra nous réduire au silence. » Le soir de l'émission, ils montèrent sur le plateau, habillés simplement mais dignement. Les projecteurs les aveuglaient, mais leur voix résonnait avec clarté. Ils parlèrent de leur enfance au foyer, des moqueries, des blessures, mais aussi de la force de leur fraternité. Nathan dit d'une voix ferme, « Nous ne sommes pas définis par ceux qui nous ont abandonnés. Nous sommes définis par ce que nous avons choisi de devenir. » Samuel ajouta, « Si notre histoire peut convaincre une seule famille d'ouvrir son cœur, alors elle en vaut la peine. » Julien conclut solennel, « Nous ne cherchons pas des coupables, nous cherchons des solutions. » Le public ému se leva pour les applaudir, mais quelque part, derrière un écran de télévision, Arnaud serra les dents. Son visage se crispa en voyant ses fils devenir des symboles nationaux. « Ah, ils ne savent pas à qui ils s'attaquent, » murmura-t-il, bien décidé à défendre son honneur, quitte à plonger de nouveau ses enfants dans la douleur. Pour les triplés, la soirée fut un triomphe. Mais derrière les acclamations, l'orage grondait. Leur succès venait de réveiller un adversaire bien plus redoutable que les moqueries de la cour d'école. Leur propre père. L'émission télévisée avait marqué un tournant irréversible. Aux yeux du public, Nathan, Samuel et Julien n'étaient plus seulement 3 adolescents courageux. Ils incarnaient une cause nationale. Mais dans l'ombre, Arnaud, leur père biologique, bouillonnait. Chaque article, chaque reportage, chaque applaudissement résonnait en lui comme une condamnation implicite. Son nom n'avait pas encore été révélé officiellement, mais il sentait que ce n'était qu'une question de temps, avant que son passé éclate au grand jour. Déterminé à reprendre le contrôle, Arnaud prit une décision radicale, s'exprimer publiquement. Plutôt que de subir, il allait tenter de réécrire l'histoire. Avec l'aide d'un avocat et de relations dans les médias, il contacta un journaliste influent pour livrer sa version des faits. Quelques jours plus tard, un article choc parut dans un grand hebdomadaire. Le titre claquait « La vérité sur les triplés abandonnés, un père parle enfin ». Dans le texte, Arnaud racontait une version arrangée des événements. Selon lui, l'abandon n'avait pas été un acte de cruauté, mais une décision douloureuse et nécessaire. Il évoquait des problèmes financiers insurmontables, une pression médicale
des circonstances exceptionnelles qui l'auraient contraint à laisser ses enfants. Il affirma même qu'il avait espéré pour eux une meilleure vie dans une famille capable de les accueillir. L'article fit l'effet d'une bombe. Certains lecteurs, bouleversés par les triplés, restèrent de leur côté, mais d'autres, influencés par ce récit larmoyant, commencèrent à douter. Et si les garçons avaient simplifié l'histoire? Et si la vérité était plus nuancée? Au foyer, la réaction fut immédiate. Nathan, en lisant l'article, explosa de rage. « Meilleure vie! Il nous a laissés dans un foyer pendant 16 ans. Quel menteur !» Samuel, bouleversé, se laissa tomber sur son lit, les larmes aux yeux. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il ne peut pas simplement assumer? Julien, froid et déterminé, serra les poings, parce qu'il protège son image. Pour lui, nous ne sommes pas ses enfants. Nous sommes une menace. Le soir même, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les internautes se divisaient. Certains défendaient les triplés avec passion. Personne n'abandonne 3 bébés par amour. D'autres reprenaient les mots d'Arnaud. Peut-être que ce père a fait ce qu'il croyait juste. Les débats s'intensifiaient, et pour la première fois, la légitimité des frères était remise en question. Face à cette tempête, un producteur d'une grande chaîne proposa d'organiser une confrontation télévisée entre les triplés et leur père. L'idée choqua tout le monde. La directrice du foyer refusa d'abord. « Vous êtes encore trop jeune pour subir ça. » Mais Nathan, les yeux brûlants, déclara « Justement, c'est le moment. Il veut raconter son mensonge au pays? Alors nous lui dirons la vérité en face. » Samuel hésitait, effrayé par l'idée d'affronter cet homme qui représentait à la fois un vide et une blessure. Julien, calme mais implacable, trancha. « Nous n'avons rien à perdre. Si nous restons silencieux, il gagnera. » La décision fut prise. Ils accepteraient la confrontation. Les jours précédant l'émission furent un tourbillon d'émotions. Les journalistes affluaient. Les caméras suivaient chacun de leurs pas. Les frères répétaient leurs discours, mais au fond, rien ne pouvait vraiment les préparer à voir leur père face à eux. Non plus dans un bureau discret, mais sous les projecteurs du pays entier. Le soir venu, le plateau télé était saturé d'électricité. D'un côté, Arnaud, costume impeccable, visage fermé mais maîtrisé. De l'autre, Nathan, Samuel et Julien, droits, unis comme toujours. Le présentateur introduisit le débat. Ce soir, une histoire bouleversante. 3 frères abandonnés face à l'homme qui affirme être leur père. La vérité enfin sera-t-elle révélée? Arnaud prit la parole en premier, déroulant sa version préparée. « Je n'ai jamais cessé de penser à eux, » dit-il d'une voix grave, jouant sur l'émotion. C'était un choix déchirant, mais je croyais leur offrir une meilleure chance. Des murmures parcoururent le public, puis vint le tour des triplés. Nathan, les yeux flamboyants, répliqua. « Une meilleure chance? Nous avons grandi dans un foyer moqué, rejeté, oublié. Si c'est ça que vous appelez une meilleure vie, alors vous ne savez rien de ce que signifie aimer. » Samuel, la voix tremblante mais sincère, ajouta « Tout ce que nous aurions voulu, c'est une main, une caresse, une berceuse. Mais nous n'avons eu que le silence. » Julien conclut implacable « Vous pouvez mentir au pays entier, mais vous ne pouvez pas effacer notre vie. Nous sommes la preuve vivante de votre abandon. » Le public, bouleversé, éclata en applaudissements. Arnaud, pour la première fois, sembla vaciller. Son masque de dignité se fissurait face à la force brute de 3 adolescents unis. Cette soirée devint un moment historique. Les journaux titrèrent dès le lendemain. La vérité des triplés réduit le mensonge en cendres. Mais pour Nathan, Samuel et Julien, ce n'était pas seulement une victoire médiatique. C'était une libération. Ils venaient de rendre la honte à celui qui l'avait semé. La confrontation télévisée entre les triplés et Arnaud marqua un point de non-retour. Pendant plusieurs jours, ce fut le sujet central de toutes les conversations. Les chaînes d'information repassaient en boucle les extraits les plus marquants, Nathan explosant de colère contenue, Samuel avouant sa soif d'une simple berceuse, Julien lançant sa phrase tranchante comme une épée. « Nous sommes la preuve vivante de votre abandon. » Les réactions furent massives. Dans les rues, des passants reconnaissèrent les 3 frères et venaient leur dire « Vous avez eu le courage que nous n'avons jamais eu. » Sur les réseaux sociaux, des millions de messages affluaient. Le hashtag #MyBackShowLaisTriplé devint viral, utilisé par des milliers d'internautes pour partager leurs propres histoires d'abandon, d'adoption ou de résilience. Certains écrivaient « Grâce à vous, j'ai osé chercher mes parents biologiques. » D'autres « Vous m'avez donné la force d'aimer un enfant qui n'est pas de mon sang. » Mais l'impact ne s'arrêta pas au niveau personnel.
Des associations pour la protection de l'enfance contactèrent immédiatement les frères. Elles voulaient collaborer avec eux, utiliser leur notoriété pour sensibiliser, pour réformer, pour donner une voix à ceux que personne n'écoutait. « Vous êtes devenus plus qu'une histoire », déclara la présidente d'une grande ONG. « Vous êtes un mouvement. » Arnaud, en revanche, vit sa vie s'effondrer. Son visage, désormais connu, était associé à des titres cinglants. Le père qui a renié ses enfants. Qu'est-ce quand le mensonge s'effondre? Dans son quartier, les voisins l'évitaient. Au travail, ses collègues murmuraient. Sa réputation, construite pendant des années, se fissurait. Élise, elle, sombrait dans le désespoir. Elle avait cru que cette confrontation permettrait une forme de vérité, mais elle comprenait que leur fils ne lui pardonnerait peut-être jamais. Pendant ce temps, Nathan, Samuel et Julien, malgré la tempête médiatique, restaient unis. Le soir, dans leur chambre du foyer, ils se serraient comme autrefois, murmurant « Quoi qu'il arrive, nous sommes trois ». Nathan, le plus combatif, disait « Nous avons gagné une bataille, mais il reste la guerre ». Samuel, pensif, ajoutait « La guerre, c'est de transformer notre douleur en quelque chose de beau ». Julien concluait « Et de prouver qu'on ne se résume pas à notre passé ». Le lendemain de l'émission, une journaliste leur proposa de publier un livre complet sur leur histoire. Pas un simple article, mais votre récit écrit par vous dans vos mots. Le pays doit l'entendre. Samuel, les yeux brillants, accepta aussitôt. J'écrivais déjà depuis des années. Maintenant, nous pouvons partager. Nathan et Julien approuvèrent. Oui, mais il faut que ce soit brut. Qu'ils sentent chaque larme, chaque nuit froide, chaque coup reçu. Ils se mirent au travail avec acharnement. Samuel rédigeait des chapitres entiers. Nathan relisait et corrigeait pour garder le ton authentique. Julien organisait et structurait. Le livre prit forme comme un cri collectif, un hymne à la survie et à la fraternité. Ils décidèrent de l'intituler « À trois contre le monde ». Lorsqu'il fut publié, l'ouvrage connut un succès immédiat. Les critiques saluaient la force du témoignage, une œuvre bouleversante qui vous transperce le cœur. Des plateaux télé les invitaient, des librairies affichaient leurs visages en vitrine. Mais au-delà du succès commercial, ce qui comptait pour eux, c'était le message. Si ce livre aide un seul enfant à se sentir moins seul, alors nous aurons réussi, dit Samuel lors d'une interview. Cependant, cette notoriété croissante attirait aussi des menaces. Des courriers anonymes arrivaient au foyer, accusant les frères de salir le nom de leurs parents. Certains les insultaient, d'autres les menaçaient. Nathan, inquiet, proposa « Peut-être qu'on devrait arrêter de s'exposer ». Mais Julien secoua la tête. « Non, si nous nous taisons, alors leur version l'emportera. » Samuel ajouta « Nous avons choisi d'être une voix. Nous devons aller jusqu'au bout. » Le pays se divisa. Une partie de la population soutenait les triplés avec passion, voyant en eux des héros modernes. Une autre partie, influencée par les récits d'Arnaud ou simplement mal à l'aise face à la douleur étalée au grand jour, murmurait « Ils exagèrent. Ils cherchent la gloire. » Les débats faisaient rage, mais une chose était sûre, plus personne ne pouvait ignorer leur existence. Dans ce tumulte, une invitation inattendue arriva. Le ministère de la Famille voulait les rencontrer pour discuter d'une réforme de l'adoption et des foyers pour enfants abandonnés. Les triplés, bouche bée, comprirent que leur histoire avait dépassé leur propre destin. Ils étaient devenus des acteurs du changement. Pour la première fois, ils réalisèrent que leur souffrance n'avait pas été vaine. Elle devenait une arme, une lumière, une force. Et tandis qu'Arnaud s'enfonçait dans l'isolement et la rancune, eux s'élevaient, portés par l'amour indestructible qui les liait depuis toujours. L'invitation du ministère de la Famille tomba comme un éclair dans la vie des triplés. Jamais ils n'auraient imaginé qu'un jour, eux, les enfants rejetés d'une petite maternité, se retrouveraient conviés dans les couloirs du pouvoir. La lettre officielle, tamponnée et signée, leur parut presque irréelle. Nathan la relut plusieurs fois, ses mains tremblantes. « Alors, ils veulent nous entendre ?» murmura-t-il. Samuel, les yeux écarquillés, souffla. « Pas seulement nous entendre. Ils veulent qu'on participe au changement. » Julien, calme mais fier, conclut « C'est notre moment. » Le jour du rendez-vous, ils arrivèrent vêtus de leurs plus beaux vêtements, modestes mais propres, soigneusement choisis avec l'aide des éducateurs du foyer. Le trajet jusqu'à Paris fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Samuel relisait ses notes. Nathan fixait le paysage défilant, les poings serrés, et Julien observait tout, comme pour graver chaque détail de cette journée historique.
À l'entrée du ministère, des caméras attendèrent déjà. Les journalistes s'agglutinèrent, lançant des questions. Que comptez-vous dire au ministre? Pensez-vous pouvoir influencer une réforme? Nathan, habituellement méfiant, leva la main pour calmer la foule et déclara: Nous ne sommes pas venus pour des caméras. Nous sommes venus pour les enfants qui n'ont pas de voix. Cette phrase fit le tour des médias en quelques heures. Dans la salle de réunion, le décor solennel impressionna les trois frères. Grandes tables en bois, drapeaux tricolores, portraits officiels accrochés au mur. Le ministre, entouré de conseillers, les accueillit chaleureusement. « Votre histoire a bouleversé la France », dit-il en les invitant à s'asseoir. « Mais au-delà de l'émotion, nous voulons écouter vos propositions. Que devons-nous changer ?» Julien prit la parole le premier, posant des chiffres précis qu'il avait mémorisés. Le nombre d'enfants en foyer, le temps moyen d'attente pour une adoption, les taux d'abandon à la naissance. Samuel enchaîna avec des témoignages vécus. Les nuits froides, les anniversaires sans parents, les humiliations subies à l'école. Puis Nathan, d'une voix ferme, conclut « Nous ne sommes pas venus demander de la pitié, nous sommes venus demander de la dignité. Aucun enfant ne devrait grandir en pensant qu'il n'a pas de valeur. » Le ministre et ses conseillers écoutaient avec attention. Certains prenaient des notes, d'autres acquiesçaient. « Vos paroles sont fortes », déclara l'un d'eux. « Vous donnez un visage et une voix à des statistiques froides. » À la fin de la réunion, le ministre annonça « Nous allons lancer un groupe de travail sur la réforme de l'adoption et du suivi des enfants placés, et je veux que vous en fassiez partie. » Je ris. Les triplés restèrent bouche bée. Samuel demanda à la voix tremblante « Nous, 3 adolescents. » Le ministre sourit. 3 adolescents qui portent une histoire plus grande qu'eux. En sortant du ministère, ils furent accueillis par une foule de journalistes. Les flashs crépitaient, les micros se tendaient. Julien déclara simplement « Ce n'est que le début ». Nathan ajouta « Nous ne voulons pas que d'autres vivent ce que nous avons vécu. » Samuel, les larmes aux yeux, murmura « Si notre douleur peut sauver un enfant, alors elle aura eu un sens. » Le soir, de retour au foyer, les autres jeunes les accueillirent comme des héros. Mais les triplés, assis seuls dans leur chambre, restèrent silencieux un long moment. Nathan finit par dire « On a franchi une étape, mais il reste encore la plus dure. » Julien comprit aussitôt « Faire la paix avec notre passé. » Samuel baissa la tête, pensif. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Ils ignoraient que leur combat allait bientôt dépasser les frontières de la France, car leur histoire, désormais universelle, allait résonner dans le monde entier, et ce qui avait commencé par un cri de douleur allait se transformer en un message d'espoir planétaire. La décision du ministère marqua un point culminant dans le parcours des triplés. Nathan, Samuel et Julien, simples adolescents issus d'un foyer, devenaient désormais membres d'un groupe de travail officiel. Leur voix, longtemps étouffée par l'abandon et le silence, portait à présent jusque dans les couloirs du pouvoir. Mais ce n'était que le début. Quelques semaines plus tard, une invitation inattendue leur parvint. Une conférence internationale sur l'enfance et la protection des mineurs, organisée à Genève. Des délégués du monde entier y participeraient. Ministres, ONG, psychologues, écrivains, artistes. Tous, ils veulent que nous racontions notre histoire devant le monde, dit Samuel en lisant la lettre, ébahi. Nathan serra les poings. Alors faisons-le. Pour nous et pour tous les autres. Julien ajouta d'un ton posé, c'est notre chance de transformer notre douleur en héritage universel. Le voyage à Genève fut un moment solennel. Dans l'avion, chacun réfléchissait en silence. Nathan observait les nuages, pensant à la nuit glaciale de la maternité où leur vie avait commencé dans le rejet. Samuel griffonnait encore et encore des phrases dans son carnet. Julien, les yeux fermés, récitait mentalement son discours comme s'il préparait une bataille décisive. La salle de conférence, immense, résonnait des voix de centaines de participants. Quand les triplés montèrent sur scène, un murmure parcourut l'assemblée. 3 jeunes, si jeunes encore, mais dont les regards portèrent le poids d'une histoire que nul ne pouvait ignorer. Samuel parla en premier. Sa voix, douce mais ferme, raconta la douleur de l'enfance sans parents, les nuits passées à attendre un geste qui ne viendrait jamais. Nous avons grandi dans le manque, mais nous avons appris à transformer le vide en force. Julien enchaîna, précis et rationnel. Il cita des chiffres, des études, mais toujours reliés à leur vécu. Les statistiques sont froides. Mais derrière chaque chiffre, il y a un enfant comme nous qui attend. Nous ne devons pas les oublier. Enfin, Nathan s'avança. Son regard brûlait d'intensité. Pendant 16 ans, nous avons porté la marque de l'abandon.
On nous a dit qu'on ne valait rien. Mais aujourd'hui, nous sommes là, et nous vous disons, aucun enfant n'est une erreur. Aucun enfant ne devrait commencer sa vie en se sentant rejeté. C'est votre responsabilité, notre responsabilité à tous. Un silence pesant suivit ces paroles, puis une ovation éclata. Des délégués se levèrent, des larmes aux yeux. Leurs mots avaient transpercé les frontières, touché des cœurs au-delà des cultures et des langues. Les jours qui suivirent, la presse internationale reprit leur histoire. Des articles paraissaient en anglais, en espagnol, en arabe, en chinois. « Oh, nos 3 frères français deviennent la voix des enfants abandonnés », titra un grand journal américain. Une chaîne brésilienne diffusa leur discours avec la mention « Une leçon d'amour et de fraternité ». Mais au-delà des titres, l'impact se mesurait dans les actions. Plusieurs pays annoncèrent vouloir renforcer leurs programmes d'adoption et de soutien aux orphelins. Des associations virent affluer des dons. Des familles contactèrent les services sociaux pour entamer des démarches. Les triplés, sans l'avoir prévu, avaient déclenché un mouvement. Pourtant, derrière cette victoire mondiale, leur combat intérieur restait vivant. Une nuit, de retour à Paris, assis tous les 3 dans leur chambre, ils se parlèrent à cœur ouvert. Samuel dit doucement « Parfois, je rêve qu'elle nous prend dans ses bras, même maintenant. » Nathan secoua la tête, mais son regard s'adoucit. Ce qu'on n'a pas eu d'eux, on l'a construit entre nous. Julien conclut « Et c'est peut-être ça notre vraie force. Nous avons transformé le rejet en famille. » Le lendemain, leur livre « À 3 contre le monde » fut réédité et traduit dans plusieurs langues. Lors de la présentation, un journaliste leur demanda « Quel message voulez-vous laisser au monde ?» Nathan répondit sans hésiter que chaque enfant mérite d'être voulu. Samuel ajouta que l'amour peut naître même dans les endroits les plus sombres. Julien termina que le passé ne définit pas l'avenir si on choisit de le réécrire. 16 ans après avoir été abandonnés à la naissance, les 3 frères étaient devenus bien plus que des survivants. Ils étaient des symboles. Leur destin surprenant, forgé dans la douleur et la fraternité, avait touché le monde entier. Et ce soir-là, alors qu'ils rentraient ensemble, une pensée silencieuse s'imposa à eux. Peut-être qu'ils n'avaient pas été voulus par ceux qui leur avaient donné la vie, mais ils avaient été choisis par la vie elle-même pour porter un message plus grand qu'eux.